Bonjour, Johan Martin, technicien de grande culture CEPAC Compagrie, référent agriculture de conservation. Nous allons vous parler de l'agriculture de conservation par le biais du semi-direct, c'est-à-dire un non-bouleversement du sol tout au long de la rotation. Aucun labour, aucun outil à dents, aucun outil à disque, c'est-à-dire uniquement le fait de mettre une graine en terre. Pour cela, nous allons développer avec mon responsable équipe Franche-Comté, Nicolas Huguenet, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Nicolas Huguenet, responsable Franche-Comté CEPAC Compagrie. Je suis ici pour vous parler d'agriculture de conservation avec mon collègue Johan Martin. L'agriculture de conservation a deux gros intérêts. Intérêt économique d'une part, puisqu'elle nous permet de réduire fortement les charges de mécanisation. Elle a un deuxième intérêt, c'est l'intérêt agronomique. Et dans les intérêts agronomiques, il y a de multiples intérêts qui sont par exemple l'érosion par le vent, l'érosion par l'eau, puisque les fortes pluies ont tendance à éroder fortement les sols, on le voit chaque année dans les parcelles travaillées. Elle bouche notamment beaucoup les fossés, les communes en sont bien conscients. Elle a un intérêt aussi au niveau du taux de matière organique. On cherche en agriculture de conservation à augmenter le taux de matière organique, à augmenter ce qu'on appelle le taux de carbone et par voie de conséquence augmenter le taux d'azote organique pour avoir des systèmes beaucoup plus résilients. Ça a deux impacts, c'est la réduction des produits fertilisants notamment et la réduction de produits phytosanitaires. Réduction des produits fertilisants, notamment au niveau de la fertilisation PK et de la fertilisation azotée. Pour vous donner un exemple, on réduit notre consommation de produits à base de phosphore d'environ 60 à 70%, notamment par l'utilisation d'engrais localisés spécifiques aux semis. L'autre intérêt, c'est l'économie au niveau de l'azote. Lié notamment à l'utilisation de couverts végétaux permanents ou semi-permanents et notamment à base de légumineuses. Aujourd'hui on a choisi de vous parler du lotier qui est une légumineuse pérenne et dont on vous détaillera les spécificités et les intérêts. Pourquoi le lotier? Parce qu'elle a un système racinaire pivotant. C'est une légumineuse pérenne donc, qui est capable d'apporter à terme 40 à 50 unités d'azote dans le système. C'est aussi une légumineuse à la différence de la luzerne qui est une légumineuse plus basse, donc qui est plus simple à réguler dans nos rotations. On va dire que le bémol de la gestion sur la rotation, ça va être sur le soja, c'est un petit peu plus compliqué puisque sa régulation est un petit peu plus difficile sur le soja. Mais globalement, dans l'essentiel de nos rotations, colza, blé, orge, maïs, c'est une culture qui se comporte très bien. Voilà. Donc sur Hume, on a testé 3 variétés. La variété Léo, la variété Lothar et la variété Sainte-Gabrielle. Voilà, l'idée c'était de voir un peu leur résistance face aux matières actives qu'on peut épandre. Donc on a testé l'ensemble des matières actives qu'on peut utiliser à l'automne sur ces variétés de lotiers. On s'apercevra, vous le verrez dans les images de drone, qu'elles ont un comportement différent, notamment en termes de couverture de sol. Elles ont aussi un comportement différent en matière de résistance vis-à-vis des matières actives. Et elles ont un comportement différent aussi vis-à-vis de leurs pores. Il y a des variétés qui ont des pores un peu plus dressés, et d'autres variétés qui ont des pores un peu plus étalés. Et c'est là tout l'intérêt dans la gestion de cette couverture, c'est d'arriver à avoir un couvert dynamique au départ pour les mauvaises herbes, et c'est d'avoir un couvert qui ne soit pas trop concurrentiel vis-à-vis de notre culture en termes de lumière, j'entends. Puisqu'une légumineuse pérenne ne sera jamais concurrente vis-à-vis des ressources en azote, en phosphore, et même en eau, on peut le dire, sur culture d'automne en tout cas. Maintenant, c'est aussi un couvert, on l'a choisi comme base, on sait aussi que c'est un couvert qui va évoluer dans le temps, puisque peut-être le défaut que peut avoir le lotier en début de cycle,
c'est sa vitesse de démarrage. Et demain, une des clés peut-être, ce sera d'associer ce lotier avec, eh bien, tout simplement avec un petit peu de trèfle, qui est une légumineuse qui a tendance à couvrir le sol beaucoup plus rapidement qu'un lotier. Alors pour apporter quelques précisions à ce que Nicolas nous a déjà développé sur le lotier, il a aussi autre chose qui est très intéressante, c'est que par rapport à ce qu'on a pu tester comme matière active, sur lesquelles il serait résistant, ou on va dire que les matières actives seraient sélectives du lotier, on peut l'intégrer quasiment sur toutes les cultures d'une rotation de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire colza, blé, orge, maïs, soja, tournesol également. Et donc ça c'est quand même intéressant. Donc je reprends quelques points clés. La culture dans laquelle il serait le plus compliqué quand même à maîtriser, et ça il faut l'avoir en tête, c'est le soja. Donc il faut vraiment être vigilant et ne pas le laisser prendre le dessus, notamment au démarrage. L'autre point très important du lotier, c'est son système racinaire qui descend très très profond pour aller rechercher tout ce qu'il a besoin, c'est-à-dire son phosphore et l'eau, ce qui lui permet aussi de ne pas être concurrentiel au niveau du système racinaire de toutes les cultures que j'ai énoncées juste avant. Cette couverture donc, nous permet de reprendre les points clés de la réussite, c'est-à-dire l'érosion éolienne, étant donné qu'on a une culture qui couvre de manière très très importante le sol. Il nous permet aussi le non-salissement des parcelles, notamment tout ce qui est dicotylédonaire. Et la seule gestion qui reste, c'est de temps en temps quelques graminées. Donc là, on a la possibilité d'utiliser des spécificités commerciales comme le pilote Exocet ou même Stratos pour gérer ce qui est problématique régras et vulpin. Donc par rapport à cette couverture assez importante, elle nous permet quand même de fixer de l'azote de manière pérenne, donc sur l'ensemble de la rotation. Et cet azote se fixe par un moyen principal, c'est-à-dire par mycorrhization au niveau du système racinaire du lotier. Alors pour ma part, sur le lotier, une chose qui me paraît très importante, c'est l'implantation. Alors je vais vous donner quelques conseils pour réussir l'implantation de votre lotier. Étant donné que c'est une légumineuse, elle doit s'implanter absolument en jour long, c'est-à-dire une implantation qui est préférable juste derrière récolte d'été, c'est-à-dire colza, blé, orge. Notamment juste avant un colza, c'est parfait. Le lotier a tendance à lever et à germer en même temps que le colza. Par contre, il est beaucoup moins agressif au démarrage, c'est-à-dire il a une vigueur de départ qui est très faible. Donc il va se mettre tout seul en dormance dans le colza et à la récolte au mois de juillet de l'année d'après, enfin arrive de la lumière pour lui et il démarre et notre lotier est implanté. Je conseille entre 8 et 10 kg hectare, la densité de semis. C'est une toute petite graine, moitié d'un colza, ça se sème très peu profond. Et il faut implanter le lotier absolument avant le 15 août. Nous avons une autre culture dans laquelle elle nous permettrait l'implantation du lotier, c'est le sorgho au printemps, étant donné que c'est une culture qui s'implante aux alentours du 25 mai et on est déjà en jour long. Donc elle permettrait l'implantation assez facile du lotier. Voilà, j'espère que les petits points que je viens de vous développer vous aideront à réussir l'implantation de votre lotier.